Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatéméry. Je suis Anne Gersard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le lundi, nous allons partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi d'en parler autour de vous. Que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux, bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Aguilar, la créatrice de Où est le beau, le média engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ce qu'Hélène fait aujourd'hui se rapproche de son rêve d'enfant. Elle voulait être Claire Chazal, mais l'expertise comptable puis le droit ont eu raison d'elle. C'est dans un grand groupe pharmaceutique qu'elle fera ses premières armes en tant que juriste, avant de renouer avec sa passion pour les beaux objets. J'ai voulu rencontrer Hélène car elle est l'exemple parfait de la personne qui a su inventer et créer son propre parcours. Après son passage à l'Institut français de la mode, elle crée son média Où est le beau, qui se décline aujourd'hui en podcast, événements et newsletter. Et c'était une belle occasion pour moi d'échanger avec une podcasteuse aguerrie. Avec Hélène, on a parlé de cette difficile traversée du désert pour trouver sa voie, de la gestion de ses peurs et celle de son entourage, de la nécessité de se faire confiance et de beaucoup d'autres sujets. Hélène est une femme généreuse, lucide et pragmatique. J'ai beaucoup aimé mon échange avec elle, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Hélène Aguilar. Salut Hélène. Bonjour. Je suis contente de t'avoir sur le podcast Gatéméry. Je suis ravie, merci beaucoup pour ton invitation. Ouais, je t'en prie, ça me fait plaisir. Alors Hélène, tu as lancé ton podcast il y a plus d'1 an, où tu pars à la rencontre de celles et ceux qui font le beau. Et moi, je l'écoute régulièrement. Il y a une de tes questions signature qui est « Quelle est ta définition du beau ?» que tu demandes souvent à tes invités. Et comme là, tu es de l'autre côté du micro, j'aimerais en fait te retourner la question et te demander quelle est ta définition du beau. Alors, ma définition du beau, écoute, c'est hyper compliqué en fait comme question. Et quand on me la pose, du coup, je me dis toujours, oh là là, je pose vraiment un truc assez dur à mes invités. Je crois que pour moi, le beau, il surgit. Si tu veux, c'est un espèce de résultat d'un mélange du vrai, du bon. C'est jamais un objectif, tu vois, c'est toujours quelque chose qu'on obtient quand l'objectif, justement, c'était pas trouver le beau. Donc, en fait, on peut le voir partout. Le beau, il est vraiment autour de nous au quotidien. Et il suffit, à mon avis, d'ouvrir les yeux pour le voir. Et c'est quelque chose qui va nous toucher, qui va vraiment nous faire du bien, tu vois. C'est quelque chose de très personnel, mais en même temps, je crois quand même qu'il y a des choses qui sont un peu universellement belles, qui peuvent un peu nous faire du bien à tous et nous toucher, nous émouvoir un peu tous ensemble. Donc voilà. Super. Et donc, dans ton podcast, tu pars à la rencontre du beau, justement. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer la mission que tu avais au départ et comment elle s'est transformée aujourd'hui et où t'en es aujourd'hui? Donc le podcast, ça fait 1 an, pratiquement 1 an et demi que je l'ai lancé. J'interviewe en fait toutes les semaines des personnalités créatives qui moi m'inspirent. Donc en fait, ça va être à la fois des architectes, des designers, des artistes, des scénographes, des fleuristes, des jardiniers, des paysagistes, des profils hyper variés. C'est justement ça moi qui me plaît. Si tu veux, je trouvais que ces personnalités étaient peut-être un petit peu éloignées. En tout cas, il y avait une distance avec le grand public. Et je crois qu'en fait aujourd'hui, les créatifs, donc les designers, les architectes, même les artistes, ils doivent être plus proches des gens. Et ce podcast, c'était un peu ça, tu vois, c'était mettre en conversation un peu virtuellement ces créatifs et toutes celles et ceux qui lisent les objets, potentiellement qu'ils créent, qui habitent dans des lieux qui ont été pensés par des architectes, etc., pour pouvoir aussi essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens. Ah ouais, complètement. Donc en fait, si tu veux, comment ça a évolué, donc ça a évolué un petit peu avec moi, parce que beaucoup de rencontres, en fait, Où est le beau, enfin c'est quasiment que ça. Ça me nourrit vachement, donc c'est très chouette. Et donc c'est voilà, c'est des profils que j'ai rencontrés au fur et à mesure de ce qui s'est passé depuis 1 an
an et demi que j'ai commencé cette aventure Où est le beau. C'est de plus en plus envie d'avoir des personnes qui nous parlent de notre rapport au vivant, à l'environnement, comment la nature inspire aussi ces personnalités créatives, qu'on comprenne un peu mieux aussi ces démarches-là qui m'intéressent moi particulièrement, quoi. Très clair. Et est-ce qu'il y a un point commun entre tous tes invités ou... Le point commun de tous ces gens, c'est leur créativité et en fait le fait que pour moi, ces personnes-là arrivent à nous procurer des émotions fortes, que ce soit à travers des objets qu'ils créent, que ce soit à travers des œuvres d'art, que ce soit à travers le travail qu'ils vont faire, par exemple paysagistes, avec le vivant. Donc c'est des gens qui ont des visions, qui sont engagés et qui ont un message fort à nous livrer, quoi. Voilà, c'est un peu ça le dénominateur commun de tous mes invités, je crois. Très clair. Quand je fais mes interviews, je suis à fond et les gens comprennent pas forcément pourquoi je suis à fond. Et j'aimerais toi te demander, qu'est-ce que tu tires justement de tes interviews? Qu'est-ce que ça te procure? Moi ça me nourrit vachement. Enfin, je ressors de chaque interview, mais je suis boostée comme jamais. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est vraiment que des personnalités qui sont bien dans leur boulot, qui sont passionnés, et donc du coup ils ont tous comme une aura, et donc en fait quand tu discutes avec eux, voilà, t'es rempli de ça, t'es nourri par leur belle énergie et par leur parcours, par ce qu'ils font. On se rend compte souvent aussi que c'est des personnalités qui ont eu des parcours parfois complètement atypiques et tout, et donc ça c'est hyper fort. C'est assez positif, tu vois. Je ressors toujours de ces interviews et je me dis tout est possible en fait. Tu me disais que ça fait presque 1 an et demi que tu fais le podcast. Aujourd'hui, Où est le beau n'est pas seulement un podcast, mais c'est une plateforme média à part entière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En fait, avant même le podcast, Où est le beau, c'était un compte Instagram. D'accord. Je suis hyper visuelle, donc en fait, j'ai toujours beaucoup aimé les réseaux sociaux et notamment Instagram, parce qu'en fait, je m'y balade et je fais des découvertes incroyables. Et au début, j'avais ouvert ce compte Instagram un peu comme si c'était un carnet où je posais là quelque part des images, des photos qui m'avaient touchée. Et donc au début c'était juste ça. Et puis en fait voilà, le podcast est arrivé un tout petit peu après parce que j'étais passionnée par la voix, etc. Je m'étais dit que j'avais envie de créer un média qui soit un peu différent. Donc Où est le beau, voilà, c'est vraiment un média qui casse les codes dans le sens où le fil conducteur, ça pourrait être un petit peu de se dire que tous les sens sont activés avec Où est le beau, parce qu'on a le visuel avec Instagram, on a l'audio avec les podcasts, et puis après du coup des événements aussi physiques que j'ai créés. Donc le premier était en décembre dernier, c'était le premier pop-up Où est le beau, et donc c'était vraiment pour moi c'était juste un rêve en fait qui s'était un peu réalisé, c'est-à-dire de me dire que pendant quelques jours j'allais pouvoir inviter les personnalités dont j'aimais beaucoup le travail, les rassembler dans un lieu et être complètement libre sur ce que j'allais pouvoir sélectionner, mettre en scène, etc. Et ça a été hyper fort parce que j'ai rencontré aussi les personnes de ma communauté pour la première fois en vrai. Et ça, c'était super chouette parce que tout se passe virtuellement. En fait, je rencontre mes invités. Ça c'est le seul truc que vraiment j'ai en vrai. Mais t'as un peu l'impression qu'il y a tes parents, tes frères et tes amis qui t'écoutent. Et puis voilà. Mais en fait, quand t'as des personnes qui connaissent pas, que d'autres tu ne connais pas, qui viennent te voir et qui te disent qu'en fait ils adorent et qu'ils ont l'impression de te connaître, parce qu'ils t'ont toutes les semaines dans leurs oreilles. C'est très très bizarre, mais c'est une émotion très forte. Tu vois, et pour la petite anecdote, je sais plus quand est-ce que c'était, tu vois, j'étais dans le métro et je sais plus, il y avait quelqu'un qui était assis, tu vois, juste devant moi là, et sur son téléphone, il était en train de regarder les stories d'Où est le beau. Génial. Et en fait ça, tu vois, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est un truc qui me dépasse et c'est ça qui est génial. C'est très drôle. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, moi, il y a un moment, je m'intéressais beaucoup au design. Et tu vois, c'était hyper difficile d'aller s'abonner à tous les autres magazines déco, tu vois, parce que t'en as pléthore et t'arrives pas à faire le choix. Alors que là, toi, tu vas déjà présélectionner pour nous. Si tu veux, moi, l'idée, c'était un peu de passer à la moulinette tout ce qu'on voit un peu partout. Et comme tu dis, je faisais aussi un peu le même constat que dans les magazines, on voyait aussi un peu toujours la même chose. Je me suis dit, c'est dommage parce qu'il y a plein d'autres personnes créatives qui sont peut-être un peu plus jeunes, un peu moins connues, un peu plus confidentielles. Et ces personnes-là, elles méritent tout autant d'être mises en lumière. Donc ça a été aussi ce driver-là pour moi, de vouloir mettre en lumière des personnalités qui font le beau qu'on voit pas partout. C'est aussi un peu ça. Pour être inspiré, puis pour avoir autre chose un peu à se mettre sous la dent, quoi. Enfin, parce que c'est très chouette de voir les projets des grands décorateurs aujourd'hui. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à découvrir leurs projets. Donc c'est vachement bien que ça existe, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir découvrir d'autres choses, d'autres univers, et pour que tout le monde soit inspiré et puisse en fait un peu élargir ses goûts, élargir son champ des possibles un peu. Oui, non mais tout à fait. Je trouve que c'est une très très belle démarche et c'est assez marrant parce que tu as réussi à créer tout ça alors que c'est pas du milieu. Tu es née à Nîmes, il me semble. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Comment était ton enfance et t'aspirais à quoi quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu te souviens?
Quand j'étais petite, je crois que je voulais être Claire Chazal. Ah, génial. Bah, tu vois, comme quoi, c'est pas loin. Du coup, non, en fait, ouais, j'ai... Pourquoi? Ben, je sais pas, j'avais un peu une fascination parce qu'elle rencontrait plein de gens, elle montait ses sujets, je sais pas, j'étais un peu fascinée par ça. Et donc, moi, quand j'étais petite, après, alors, j'ai voulu faire 15 millions de métiers, en fait, après, en vrai. J'ai commencé par faire une classe préparatoire sciences politiques. Avec ce truc un peu du journalisme, en fait, okay. Tu vois, qui était un peu voilà, mais ça m'a pas plu parce que en fait trop politique et tout, tu vois, c'était pas finalement quelque chose qui m'intéressait à ce moment-là. Moi, mon père montait sa boîte et en fait, il m'avait amené à pas mal de rendez-vous avec son expert comptable, etc. Et là, je trouvais ça fascinant, tu vois, son expert comptable, il posait plein de questions, le conseillait. Enfin, je sais pas, tu vois, je m'étais dit, attends, mais c'est génial ce métier d'expert comptable. T'es un peu le coach de chef d'entreprise et tout ça. Enfin, je trouvais ça fascinant, quoi. D'accord. Et donc, fait des études de comptabilité finance pour me rendre compte à l'issue d'un stage qu'en fait vraiment définitivement ça allait pas être fait pour moi parce qu'en fait trop de chiffres, enfin si tu veux c'était complètement déconnecté de j'avais je pense idéalisé ce métier et je m'étais rendu compte qu'il allait pas du tout me correspondre. Et donc là, j'avais déjà commencé une espèce de grande remise en question, mais pendant ces études de comptabilité finance, on faisait beaucoup de droit, et en fait, j'étais beaucoup plus à l'aise dans ces matières juridiques. Ma mère avait fait des études de droit, etc. Donc bon, j'avais un peu ce truc-là, et donc mais j'ai fait une espèce de passerelle, j'ai bifurqué, et je suis arrivée en fac de droit. Donc là, du coup, j'ai fait des études de droit privé pour finir par un master en droit de la concurrence et propriété intellectuelle, qui était très chouette. J'ai fini donc ces études à Rennes. Je suis arrivée après à Paris pour mon stage de fin d'études dans un cabinet d'avocat. D'accord. Qui m'a pas plu. En tout cas, le métier d'avocat. Pourquoi? Bah, je sais pas. Souvent, c'est ce truc où t'as ton diplôme, après, tu fais ta première expérience. C'est un peu la désillusion. Voilà. Soit tu déchantes, soit tu te dis, ouais, je confirme. Et toi, qu'est-ce qui t'avait gêné? Bah, tout, je crois. En fait, si tu veux, je pense que c'était plutôt parce que depuis le début, j'avais pas la passion du droit. Ce que j'ai mis en revanche vachement dans ces études, c'est que c'était une formation qui m'a appris à apprendre des choses non finies. C'est-à-dire que, en droit, on t'apprend à aller chercher l'information, on t'apprend à comprendre, on t'apprend à raisonner. Et ça, pour le coup, ça m'a vachement servi et ça me sert toujours beaucoup parce que je pense que c'est une super formation pour ça. En revanche, les matières, les domaines, tu vois, la propriété intellectuelle, etc. Enfin, je voyais pas un champ d'épanouissement se profiler devant moi, tu vois, à aucun moment. Donc, je m'étais dit, purée, ça va être boring, quoi. Donc, en tout cas, le métier d'avocat, c'était sûr que non. Donc, j'ai fini par être embauchée dans un grand groupe dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, je fais là, pour le coup, du droit pharmaceutique, alors que c'était pas du tout ma formation, mais c'était hyper chouette parce que du coup, j'apprenais plein de nouveaux trucs. Si tu veux, j'arrivais dans un truc et donc, tu vois, c'était excitant un peu intellectuellement parlant parce que bah je devais apprendre de nouveau tout un pan que je connaissais pas, puis l'industrie pharmaceutique c'est hyper réglementé. OK. Donc voilà, donc ça c'était au début c'était sympa. Puis j'ai rencontré des gens formidables là-bas, donc voilà, c'était une expérience très chouette. Puis en fait au bout de très peu de temps quand même. T'es resté là-bas combien de temps? Je suis restée à peu près 3 ans. Ouais. Par exemple, quand tu dis ça se passait bien au début, ça a duré combien de temps? Bah pendant 1 an et demi, 2 ans, tu vois, c'était bien. Tu sais, le temps de prendre un peu tes marques et d'apprendre. Ouais, voilà, de prendre le poste en main, tout ça. Donc c'était une période qui était assez douce, qui était très chouette. Et puis en fait, si tu veux, comme je te le disais, l'industrie pharmaceutique hyper réglementée, donc je passais finalement beaucoup de temps à dire non à des projets et sans avoir vraiment beaucoup de solutions à apporter aux opérationnels parce qu'en fait, il y avait des choses qui tout simplement étaient interdites, enfin beaucoup de choses qu'on pouvait pas faire. Donc si tu veux, j'avais un peu ce rôle de gendarme, j'avais pas du tout un rôle où je pouvais apporter des solutions. Enfin, je pouvais apporter des solutions mais en fait, parfois il y en avait juste pas et donc c'était repense le projet complètement et donc c'était je sais pas, tu vois, j'étais frustrée, je me disais mais c'est pas ça. Et puis en fait, je sais pas aussi d'une manière générale, tout ça ne me nourrissait pas. Je trouvais plus trop de sens. Tu vois, quand je me réveillais le matin, je me disais putain, mais puis tu vois, mais pourquoi en fait, pourquoi je fais ça? Et je me souviens très bien d'une réunion hyper animée où tout le monde se tapait dessus machin et de me voir un peu, tu sais, au-dessus du truc et de me dire mais Hélène, mais qu'est-ce que tu fous là en fait? En me disant mais il y a tellement d'autres choses qui t'intéressent, il y a tellement de trucs que tu pourrais faire où en fait tu serais beaucoup plus heureuse. Pourquoi t'es là, quoi? Enfin, tu t'en fous de ces gens, tu t'en fous de ces projets. Et donc, je me dis, en fait, si je reste là, je vais juste passer à côté de ma vie, quoi. Et donc ça a été un super électrochoc. Et donc, s'en est suivi une réflexion, tu vois, mais qui a été finalement assez rapide, hein, de quelques jours, semaines. Okay. Et là, j'ai annoncé que je voulais partir parce que je me suis dit, je peux pas, tu sais, t'es formatée, en fait, depuis que, enfin, tu vois, avec mes études, etc., j'étais clairement formatée dans un espèce de truc à vouloir rentrer dans un moule. Et là, je me suis dit, j'ai besoin de m'extraire de tout ce schéma, de tout ça pour pouvoir voir où est-ce que je vais aller. Mais
Je savais que j'avais besoin de sortir de cette roue, en fait. Pendant cette période-là, tu savais pas ce que tu voulais faire, mais tu savais juste que tu ne voulais plus être là, en fait. Exactement. Okay. Je pense que vraiment s'interroger sur notre propre désir, c'est la chose la plus dure que j'ai expérimentée. Non, mais vraiment, tu vois. C'est vraiment dur de se poser des questions de ce qu'on veut faire dans la vie. C'est plus simple de critiquer un peu les autres, de procrastiner, de juger un peu ce qui se passe autour. Mais là, je me suis dit, ok, en fait, Hélène, il va falloir que tu aies le courage de te poser les bonnes questions et puis de prendre peut-être un chemin qui va être un peu plus compliqué. Enfin, tu vois, parfois, je me dis que j'ai choisi un peu de prendre la face nord du truc, quoi. Tu vois, en me disant, allez, en haut, il y aura vraiment un truc où tu seras heureuse. Ça peut pas être autrement, en fait. À partir du moment où tu commences, tu vois, ce chemin de sens, tu vois, de cette quête de sens, et que tu le fais vraiment avec une bonne intention et avec l'intention non pas d'aller dans un truc un peu mieux, mais pas non plus exactement ce que tu veux, mais vraiment, tu vois, moi quand je suis partie, je me suis pas dit je vais essayer de chercher un truc un peu différent, mais qui reste un peu dans, tu vois, je savais qu'en fait en changeant j'allais arrêter le droit, enfin tu sais que ça allait rien avoir à voir avec ce que je faisais jusqu'à présent, tu vois, je savais que ça allait être un truc fort dans le changement, quoi. Et du coup, ce que tu dis aussi est vrai. Hein, tu sais, quand tu dis c'était hyper dur de faire face à ses désirs, mais en fait, moi, je partirais même plus loin, parce que les gens, en fait, malheureusement, comme on est hyper formaté, les gens ne se connaissent pas. Ouais. Non, mais ça, c'est... En tout cas, tous mes interviewés le disent. Hein, c'est le plus dur, c'était de se connaître eux. T'es parti du jour au lendemain. Tu t'es senti comment quand t'es parti? Enfin, t'avais pas peur? Est-ce que t'avais C'était la libération, quoi. C'était le grand saut dans le vide, parce qu'en fait, je partais, mais je savais pas, tu vois, exactement. Alors, j'avais plein d'idées. Effectivement, quand tu pars, t'as plein d'idées. Si tu veux, ça a été le début d'une libération, parce que à la fois je savais que j'allais plus jamais retourner dans ce domaine-là, donc c'était vraiment une joie immense, tu vois, de me dire que plus jamais de ma vie j'allais me retrouver dans des réunions, enfin dans des trucs qui m'embêtaient vraiment. Et en même temps, je me disais, il y a un champ des possibles de dingue qui s'ouvre, je sais pas où ça va aller, mais hyper excitant parce que je vais découvrir plein de trucs, mais en même temps aussi hyper flippant. Flippant plutôt dans le fait qu'il y avait tout ce champ des possibles immense et qu'il allait falloir faire des choix, mais pas une peur en me disant je vais pas y arriver. Tu vois, c'était assez bizarre. Tu te dis, si je prends cette voie, elle va être peut-être plus longue qu'une autre voie, mais à la fin, tu vas arriver à bon port, quoi. C'est ça. Et après, il a fallu aussi pas mal manager les peurs des personnes de mon entourage. Dis-moi en plus. Oui, en fait, si moi, quand je dis à mes parents que je partais, que je savais pas exactement ce que j'allais faire, en tout cas, que j'allais entamer ce chemin pour mieux me connaître et faire un truc qui me plaisait et qui allait me rendre heureuse, si tu veux, ils m'ont dit, écoute Hélène, c'est super, etc. On veut pas que tu sois malheureuse, mais ils étaient quand même très, très, très angoissés, quoi. Parce qu'ils se sont dit, mais comment elle va vivre, mais comment machin, mais attends, mais c'est un super exercice de voir qu'en fait aussi depuis qu'on est petit, parfois il y a des peurs qu'on a qui sont pas les nôtres. Et donc cette période te permet un peu de faire le tri dans tes peurs en te disant, mais est-ce que vraiment c'est ma peur ou est-ce qu'en fait c'est une peur avec laquelle j'ai grandi, qui était à côté de moi mais qui m'appartient pas, tu vois. Je dis à chaque fois, c'est que les parents, en fait, notre entourage, ils nous veulent du bien en soi, c'est juste qu'ils projettent leur peur sur nous. Bien sûr. Et en fait, nous on se l'approprie et on croit que c'est notre peur, alors qu'en fait non, c'est la peur des autres. En fait, t'as bien raison, faut bien s'en détacher. Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment où tu lâches prise sur ces trucs, tu te rends compte qu'en fait elles étaient juste pas à toi et qu'en fait toi tu vas bien et que dans cette incertitude, finalement tu sais pas, ça te gêne pas, en fait. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu réagissais? Je sais pas, je pense qu'en fait je les ai juste rassurés parce qu'ils voyaient que j'étais bien. En fait, tu vois, ils voyaient que je faisais pas n'importe quoi, parce que donc après, quand j'ai pris cette décision de quitter mon ancien boulot, plein de réflexions sont venues, etc. Donc il y a quand même eu peut-être 2-3 mois où vraiment c'était que des questionnements. Je lisais plein de trucs, j'écoutais plein de podcasts, je me renseignais sur tout. Enfin, tu vois, j'étais boulimique. Complètement boulimique d'infos, de témoignages, de tout, en fait, vraiment de tout. T'es une très bonne invitée parce que c'était ma question d'après, donc c'est parfait. T'enchaînes sur mes questions, j'adore. Et donc, en fait, si tu veux, après, je me suis dit, il va falloir que je structure un petit peu tout ça. Et puis, donc, j'ai décidé de rejoindre un incubateur, etc. Donc, ils étaient rassurés parce qu'ils voyaient que j'allais pas faire n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'en fait, c'est en leur montrant, tu vois, par l'action, je pense que les mots, parfois, suffisent pas. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui a peur, lui dire, t'inquiète pas, il faut pas avoir peur, ça marche pas, tu vois. En revanche, avoir la posture de quelqu'un qui a pas peur et puis qu'en fait il voit tout simplement que toi t'es pas dans la peur, ouais. Et je pense que c'est juste ça qui a calmé un peu les craintes de mon entourage, quoi. Ok, je vois. Tu vois, cette période-là, je l'appelle la traversée du désert. Tu vois, cette période où tu te cherches, tu vois, tu essaies vraiment de te nourrir, comme tu dis, par des podcasts. Déjà, tu peux juste me réexpliquer quelles étaient du coup toutes les alternatives que tu as mises en place pour chercher ta voie. Et comment l'idée d'Où est le beau t'est venue? Si tu veux, moi je pense que j'avais quand même la chance depuis petite d'avoir une passion. C'était la décoration, le mobilier, les objets. Comment ça t'est venu ça? En fait mes parents étaient quand même assez sensibles à, même si
on n'a pas vraiment les mêmes goûts, mais t'es sensible au mobilier, etc. Donc ils allaient beaucoup chez des antiquaires, et donc on passait souvent nos week-ends avec mes frères. Ils nous embarquaient, tu vois. Trop bien. Donc ça, c'était il y a plus de 15 ans. Et donc je me retrouvais souvent dans des lieux un peu des cavernes d'Ali Baba, avec une accumulation de meubles, d'objets, de choses complètement, tu vois, enfin un peu de tout, des trucs affreux et des trucs beaux, mais et en fait à ce moment-là, moi j'ai compris. Si tu veux, mes parents avaient toujours beaucoup de discussions avec ces antiquaires, et ils leur racontaient un peu les histoires des objets, etc. Et donc là j'ai compris quand j'étais petite, vraiment, mais tu vois, j'avais 10 ans à ce moment-là, que un objet était imaginé, dessiné par quelqu'un. Ça peut être con, mais en fait, si tu veux, ça a été un truc, une vraie révélation. Je me suis dit, mais oui, en fait, il y a comme des gens qui imaginent des bâtiments, etc. Et tout le monde, enfin, tout est pensé, en fait, vraiment dans les moindres, tout est dessiné. Et ça, je me dis, mais attends, c'est dingue. Et donc, je crois que ça vient de là, cette passion. Et donc, voilà, petit à petit, les objets, ça m'a toujours vraiment fasciné. Et ça m'a jamais quitté. Et d'ailleurs, en fait, au tout début, quand j'ai quitté mon pas mal de mes amis me disaient, bah, Hélène, super, du coup, ouvre ton agence, tu peux devenir décoratrice. Oui, c'était évident pour les autres. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant, hein. Parfois, c'est pas évident pour nous. Mais en fait, notre entourage le voit direct. Ouais, c'est ça. Mais en fait, non. En revanche, c'est toujours aussi plus simple de savoir ce que tu veux pas que de savoir ce que tu veux. Tu vois, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ouais. Quand il me disait ça, je me disais, bon, décoratrice, non, en fait, parce que je sais, tu vois, ça m'a jamais trop intéressée. J'aime bien partager avec mes amis, mais un peu en off, des trucs que j'aime bien, et puis leur envoyer, leur faire un peu des shopping lists, etc. Je continue à le faire aujourd'hui, mais c'est plus un plaisir que de me dire que ça va être mon boulot. Ouais, enfin c'est hyper important ce que tu dis, hein. Tu sais, ce truc aussi où t'as un domaine qui t'intéresse, tu vois. Là, tu as la déco, design, t'es dans ce même milieu, mais qui a en fait 1000 possibilités et 1000 manières d'en faire un métier. En fait, c'est ça, c'est que moi, si tu veux, quand t'as une passion, que t'as envie, c'est de la partager. Et de la partager, et que celles et ceux que ça intéresse veuillent à leur tour, tu vas le partager autour d'eux. Et donc, en fait, je pense que ça a vraiment été le driver de Où est le beau, dans le sens où je me suis dit, avec un média, bien évidemment que je vais pouvoir partager tout ça, tu vois. Et je me suis dit, c'est ça la force du truc, et c'est ce que je voulais faire. C'était vraiment partager, mettre en lumière, faire découvrir, rencontrer des gens, parler autrement, parce que voilà, comme tu disais, moi, je suis pas journaliste, donc je pose des questions, je pense que aussi d'autres personnes se posent juste comme ça, tu vois, enfin voilà. Tu te dis, si je me les pose, forcément quelqu'un d'autre se les pose, et donc autant aller chercher la réponse puis la partager aux autres, quoi. C'est ça. Et pourquoi le podcast? Parce que tu vois, enfin, tu dis partager, ça aurait pu être par différentes manières. Pourquoi le podcast? J'ai toujours beaucoup aimé la radio. Quand je bossais loin de chez moi, donc j'avais beaucoup de transport, donc j'écoutais beaucoup de podcasts. Et j'ai un rapport à la voix, je trouve que moi j'adore. J'ai l'impression, si tu veux, que je m'immisce dans des conversations, que je suis un peu avec les gens. Je trouve que c'est fort en fait ce qui se passe, l'intimité d'une conversation podcast. Et c'était aussi, j'ai trouvé que c'était la meilleure manière de briser la distance qu'on peut percevoir aujourd'hui dans le domaine du design, de l'art, de l'architecture, avec un peu si tu veux, c'est des domaines qui sont quand même perçus comme assez élitistes. Ouais. Et je le disais tout à l'heure, je pense vraiment que les designers doivent se reconnecter un peu plus, enfin doivent plus discuter avec, enfin les créatifs de manière générale, avec les personnes qui achètent leur création. Et je me suis dit, voilà, le podcast c'est le média parfait pour ça en fait. Très clair. Et donc là, en fait, t'as l'idée en tête, donc t'as quitté ta boîte. Quelles ont été tes premières étapes? Comment tu t'es préparé justement à l'implémenter? Alors, la première étape, ça a été de rejoindre du coup un incubateur à Paris qui s'appelle IFM Entrepreneur. Ouais, Institut de la mode. Ouais, l'Institut français de la mode qui propose des programmes d'accompagnement. Donc, je crois que c'est maintenant, ça dure 6 mois et on doit être à peu près 10, tu vois, par session. Ouais. Et donc, si tu veux, il y avait aussi le scope design en fait. C'est pour ça que je suis rentrée parce que bon, c'est vrai que moi mon projet était pas du tout dans la mode, mais donc ça a été le premier truc que j'ai mis en place et qui m'a en fait beaucoup aidé parce que non seulement je rencontrais là des personnes qui étaient un peu comme moi, qui avaient un projet en cours, parce qu'en fait moi dans mon entourage quand je décidais de me reconvertir, personne n'était dans cette démarche là. Donc en fait c'était un peu compliqué de pouvoir échanger avec d'autres personnes et parce que t'es un peu vulnérable en fait, tu te poses plein de questions, tu te remets tout le temps en question, ça change tout le temps. Enfin tu vois, il y a rien qui est, enfin voilà, d'ailleurs un peu pénible pour l'entourage, tu vois, parce que t'es une vraie girouette quoi. Ouais, t'es une vraie girouette, tu te poses 1000 questions et à toi tu te sens plus crédible en fait. Tu te dis bordel, j'ai l'impression d'être. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je suis là, mais en fait non, je vais arrêter, je vais juste faire des podcasts et on verra après. Ouais. Donc du coup voilà, pour pouvoir en fait échanger de tout ça avec des personnes qui comprenaient, l'IFM ça a été top parce que voilà, avec les autres participants au programme, d'ailleurs toujours hyper proches, on se voit régulièrement, et puis des rencontres aussi d'intervenants, parce qu'en fait l'idée de ce truc c'était d'avoir à peu près 50% de notre temps où on était en espèce de workshop ou en conférence avec plusieurs professionnels qui intervenaient. T'avais un espèce de cheminement, on commençait par vraiment tester l'adéquation entre nous et notre projet, pour un peu éliminer tous les trucs un peu d'opportunité, tous les projets, tu vois, qui seraient basés sur
non pas quelque chose que tu aimes vraiment, mais juste tu flaires qu'il y a peut-être un business là-dedans, mais en fait c'est pas vraiment ce qui te passionne parce que c'est tellement compliqué, c'est tellement long, ça demande tellement d'énergie que je pense que si t'es pas passionné, ça marche pas. En tout cas, tu te lasses et voilà, on commençait par ça et puis ça terminait par faire un business plan, quoi, tu vois, et puis pitcher ton truc. Donc ça, c'était super. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup aidé à structurer les choses, à enlever les choses et puis à lister les étapes du projet et puis à te dire, ok, en fait, on va commencer par ça, puis après on fera ça, tu vois. Mais si au tout début, t'as envie de tout faire et tu te dis que mais en fait, c'est pas possible. Donc moi, j'ai commencé ce programme en septembre et en janvier, je lançais le podcast. Super. Et du coup, je me dis toujours que on a beau se préparer, on a toujours des surprises. Tu sais, quand on lance quelque chose ou quand on soit dans un nouveau travail. Là, toi, c'était le lancement de ton podcast. Quelles ont été les choses que tu n'avais pas anticipées et comment tu as pu y faire face? Je crois qu'en fait, c'est le temps que demande la préparation d'un podcast. Yes. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens me disaient, podcast, t'appuies sur un bouton et c'est bon. Non, c'est du boulot. Alors non, c'est pas tout à fait ça. Oui, je crois que ça, je l'avais un peu sous-estimé, mais en même temps, comme j'adore ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler quand je prépare mes interviews. Mais ça, c'était un peu un point que j'avais peut-être un peu sous-estimé, et aussi la partie technique. Et rapidement, du coup, je me suis dit, dès le début, en fait, je me suis dit, ok, il y a le montage, c'est hyper important. On peut pas demander aux personnes d'écouter mon podcast pendant une durée qui est assez longue, parce que je crois que c'est ça en fait que j'aimais dans le podcast, c'était qu'on prenait le temps, enfin, de découvrir les gens. Tu veux, dans une interview papier, tu connais pas vraiment la personne parce que t'entends pas vraiment sa voix, donc t'as toujours le filtre du journaliste, et puis c'est toujours vachement drivé. Et j'adore, lire des interviews dans des magazines, tu vois. Mais j'avais envie d'autre chose. Je me suis dit, on peut pas demander aux personnes d'être attentifs pendant une demi-heure voire une heure et que le son soit naze, que l'editing et la post-production elle soit pas top. Dès le début, je me suis dit, je vais me faire accompagner et je vais déléguer ça à quelqu'un dont c'est le boulot. Donc voilà, ça c'est peut-être les deux trucs que j'avais pas trop anticipé. Et puis après, tu vois aussi, un épisode par semaine, si tu veux, c'est beaucoup de boulot, parce que ça va très vite. C'est du boulot. Une notion que j'aime beaucoup, que j'appelle le sweet spot. Tu vois, c'est vraiment l'endroit où tu es à ta place, où ce que tu fais résume un peu toutes tes aspirations profondes. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place? Je me sens à ma place parce que j'ai l'impression que je suis un peu dans un carrefour entre des créatifs que je rencontre, que j'interviewe et que j'interviewe pas aussi, parce que parfois je discute et puis je fais des visites d'atelier, je rencontre plein de gens que j'interviewe pas. Si je peux pas interviewer tout le monde, mais donc toutes ces personnes-là qui me nourrissent beaucoup, qui m'inspire, qui m'éveille. Franchement, je pense que c'est ça le mot. Et tu veux une mission un petit peu de souffler un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art, et donc de mettre en lumière ces personnes-là auprès de ma communauté, donc de faire découvrir des choses à des gens. Ça, du coup, c'est très fort pour moi parce que je reçois vachement de messages en fait de personnes qui me disent, qui me remercient pour des découvertes. Parce qu'en fait, donc sur Instagram, parce que je me suis dit, ok, au tout début, le podcast c'était l'idée première. Tout le monde m'a dit, Hélène, un podcast dans la décoration, le design, l'art. Donc pas voir les choses, ça ne va pas marcher. Personne pensait que ça allait marcher ce truc. Et moi, j'étais justement persuadée que c'était parce que on voyait pas les choses dont on allait parler que ça allait marcher, parce que on allait pouvoir solliciter l'imaginaire des auditeurs. Et aujourd'hui, si on réfléchit, si tu veux, il y a peu de moments où en fait on sollicite notre imaginaire parce qu'on est toujours accablé de photos, de visuels, d'images. Donc je trouve que c'était intéressant de pouvoir se dire on va parler de choses qui sont très très visuelles dans ces épisodes. En revanche, on va pas montrer de photos et ça va procurer, je pense, des émotions qui sont fortes. Et donc toucher l'émotionnel, c'était ça aussi la mission d'Où est le beau. Et je crois que c'est réussi parce que j'ai beaucoup de retours, des personnes qui à la fois sur le podcast me disent j'ai l'impression de voyager, ça me permet de m'évader à un moment, etc. Et sur Instagram parce que ils découvrent des comptes qu'ils connaissaient pas, donc en fait ils s'abonnent à des gens. Tu vois, j'ai pas de messages qui me disent mais mon mur Instagram est beaucoup plus beau depuis que je m'abonne à des trucs, parce que ça leur permet de diversifier, de découvrir en fait surtout des personnes, parce que les algorithmes sont vachement compliqués aujourd'hui. Souvent tu suggères des choses qui sont un peu en lien avec ce que tu suis déjà, et donc parfois tu vas pas avoir la possibilité de découvrir tout seul des comptes qui pour autant sont peut-être un peu plus confidentiels, un peu plus petits, suivis par moins de personnes, donc moins de followers, mais qui sont très 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 cool quoi. C'est top du coup, parce que le sweet spot, c'est un peu ce qu'on recherche, cet endroit où en fait t'as pas l'impression de bosser. En fait, tu bosses, c'est dur, mais je pense que t'es loin de tes réunions dans le milieu pharmaceutique. Dans le je pense complètement. Là, Hélène, on va passer sur des questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est pendant ta transition, quelle a été ta plus grande peur et comment t'as su la surmonter? En fait, je crois que ma plus grande peur, c'était de pas trouver
exact, de me lancer dans cette quête et de pas avoir le courage d'aller au bout de ce qui allait avoir du sens pour moi. Okay. Et ça rejoint un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, où en fait quand tu commences un projet, forcément les premiers trucs que tu fais, ça peut pas être ton projet final, parce que en fait il y a une espèce de chronologie, c'est un chemin. Le début, ça ressemble pas à ce que toi t'as en tête. Donc du coup, c'était me dire que j'allais avoir un énorme challenge dans ce voyage que j'allais commencer à faire, qui allait être super long. Et je pense qu'en fait, voilà, j'en suis le même aujourd'hui qu'au début, tu vois, parce que j'espère que Où est le beau, ça va devenir plein d'autres choses. Bien sûr. De me dire, je vais devoir garder le cap et aller toujours challenger un peu mes idées, mes projets, mes envies, pour que ça reste toujours en fait en adéquation avec l'ADN premier du tout début, tu vois, de mon envie de créer Où est le beau. Et je te dis ça parce que parfois c'est un peu compliqué, parce que dans ce chemin un peu d'entrepreneuriat, etc., tu rencontres aussi des personnes, tu vois, qui vont te driver, ou même t'échanges beaucoup avec tes amis, etc. Et tout le monde a un avis, tout le monde te donne des conseils. Et alors c'est super, tu vois, c'est vraiment super. Mais parfois c'est pas positif, parce que ça va un peu te dérouter. Faut se préserver de ça, je crois, en fait. Ouais. Faut se faire confiance aussi, je pense. Faut, comme tu dis tout à l'heure, si tu veux préserver ton idée de départ et que tu penses que c'est la bonne pour toi, faut aussi se faire confiance. En fait, il faut toujours que quelqu'un va t'apporter et qui va résonner en toi, etc. Tu le digères bien et que tu te rendes compte pour toi, en fait, en vrai, dans avec ce qui se passe dans ta vie, quelle est la répercussion de ce truc et comment t'intègres ça ou pas. Et en fait, parfois, c'est juste que il y a des conseils très bien qu'on te donne, mais il faut juste pas les écouter, quoi. Et surtout quand on fait des choses qui sont nouvelles, tu vois, que personne comprend bien, ou on est les seuls à savoir où on veut aller. Et donc, ça a été ça. Ma peur, c'était de me dire, je veux pas me perdre, en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est de chaque instant, quoi. De te dire, de toute façon, ce projet évolue, il y a plein de choses qui changent, mais il faut que tous ces changements restent quand même en adéquation avec ce qu'on voulait au début. Enfin, tu vois, les valeurs qui nous sont hyper chères, tu vois, qu'on défend avec ce projet, quoi. Ouais. Et moi, ce que je trouve hyper cool aussi, toi, dans ton parcours, c'est vraiment, t'as su l'inventer, en fait. Tu vois, il n'existait pas, et t'es reparti de toi pour t'inventer ton propre parcours. Et ça, je trouve ça hyper fort. Oui, créer mon métier, quoi. Oui. Ouais, c'est top. T'as donné quand même quelques conseils, mais est-ce que t'aurais des conseils à donner justement à ceux et celles qui sont pas à l'aise dans leur job actuellement, mais qui n'osent pas faire le grand saut? Je sais pas si j'ai des conseils, franchement. En tout cas, le seul conseil que je peux donner, même c'est valable pour tout, en fait, c'est quand on est malheureux quelque part, faut pas rester, quoi. Il faut avoir le courage de changer. Alors, le changement, ça fait peur, mais en fait, on sort tellement grandi, on apprend tellement de choses sur nous. Quand on commence à mettre un peu le nez dans ce qui nous fait peur, dans ce qui nous empêche de grandir et puis de vivre nos rêves, que du coup ça peut être que positif. Et ça veut pas dire que on va tous devenir entrepreneurs, qu'on va tous changer de vie, qu'on va tous voilà, ça peut juste faire réaliser à ces personnes-là, quand elles commencent à réfléchir là-dessus, qu'en fait elles vont peut-être changer une chose, mais pas révolutionner leur vie. Ouais, mais c'est souvent rare d'ailleurs les révolutions de vie. Ouais, complètement. Donc c'est plus pas avoir peur de se lancer, voilà, dans cette quête de qu'est-ce qui m'anime vraiment, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend heureux, quoi. Ouais, complètement. Et est-ce que durant ta transition, tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à y voir plus clair ou à te donner plus de confiance? Beaucoup, oui, beaucoup. Des amis très proches qui étaient pas du tout ni entrepreneurs, ni me connaissaient juste aussi très bien, et je pense qu'ils m'ont permis d'avoir davantage de confiance en moi. Voilà, ça c'était les premiers finalement mentors, c'était eux et elles surtout. Et puis après, plutôt pro, alors à l'IFM on avait un système de mentoring. Ouais. Donc moi j'avais un mentor, voilà, avec lequel on échangeait beaucoup bien. Et puis après aussi d'autres enseignants, tu vois, à l'IFM. Je sais pas, je crois qu'en fait c'est un mélange de tout. Enfin, voilà, personne en particulier, mais je trouvais de l'inspiration dans plein de choses que je pouvais lire, que je pouvais écouter, voilà. Ça fait partie de cette curiosité dans laquelle de toute façon tu te mets quand t'ouvres vraiment tes oreilles, en fait, t'ouvres tous tes yeux, tout. C'est ça, être vraiment ouvert, ouais. Là, quand on parle de quête de sens ou de recherche, enfin d'introspection, souvent on pense que c'est un truc hyper égoïste où tu te regardes le nombril, alors que pas forcément, tu vois. Bah non. C'est vraiment, il faut s'ouvrir aux autres et pas, c'est pas nombriliste en fait. Pas du tout. C'est pas du tout nombriliste. En fait, je pense que personne peut être bien avec ni quelqu'un ni nos amis, etc. si on n'est pas bien avec nous-mêmes, en fait. Si tu veux, ça commence vraiment par nous, en fait. C'est ça. Et c'est pas du tout une démarche égoïste, au contraire. C'est plutôt un truc altruiste d'ailleurs. Ouais, moi aussi je trouve, parce que c'est comme ça qu'on compose mieux avec les autres. Hein. Enfin, bah oui. Ouais. Sinon on est insupportable. Grave. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a particulièrement marqué? Des livres, j'en ai plein, mais tu vois, j'ai peut-être plutôt envie de te parler de podcasts, parce que alors clairement, en fait. On est sur un podcast et je crois aussi que c'est des témoignages qui m'ont permis de me dire que pour moi aussi ça allait être possible de changer potentiellement de vie. Et donc un podcast qui aujourd'hui, pas qu'il n'existe plus, mais en tout cas c'est qu'il y a plus de nouvel épisode,
Nouvelle école. Nouvelle école? Ouais. D'Anthony Larcher, ouais. Moi, c'est vraiment c'était le tout début des podcasts. Enfin, en tout cas, moi, c'était Oui, c'est un des premiers, ouais. francophone, en tout cas. Ouais. Ce podcast, moi, je le recommande parce que, alors après, tu fais ton marché en fonction de nos sensibilités, on sera plus attiré vers certains invités. Mais oui, je crois que c'est en fait, moi, ça m'a vachement aidé parce que ça m'a permis aussi de me dire, ces personnes sont aussi comme nous, c'est possible. Elles avaient pas de plan méga précis et elles y sont arrivées. Et aussi, il faut juste avoir envie de faire des choses et il faut se donner les moyens. Il y a rien qui est vraiment impossible. Est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ce sera jamais parfait. Donc en fait, il faut pas se dire qu'on va lancer un truc, on se sera parfait machin parce que ce sera jamais parfait. Donc faut accepter un peu ça, de lâcher prise là-dessus en se disant il y a toujours un écart entre ce qu'on veut vraiment, que ce qu'on lance là dans le temps qui nous est imparti, avec les ressources qu'on a, avec voilà le cheminement qu'on est en train de faire parce que si tu veux tu peux toujours te dire bah oui, ça aurait pu être mieux parce que machin, il y a toujours des choses à améliorer mais en fait améliorons les choses en cours, en marche quoi, tu vois. C'est ça. Et puis un autre conseil, ce serait écouter les signaux faibles. Mais ça, du coup, je t'ai pas posé cette question d'ailleurs. Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression aussi que tu t'écoutes beaucoup. Tu peux me dire un peu comment t'écoutes ton intuition et justement comment tu fais attention aux signaux faibles. C'est dur de répondre à ça. Je sais. Je suis désolée. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. En tout cas, je crois que j'écoute un petite voix, la petite qui est en moi, quoi. Et puis j'essaie de faire confiance à mes sensations. Même, tu vois, quand je rencontre des gens, etc., je pense que c'est souvent les premiers ressentis qui sont les bons et sans à chaque fois intellectualiser, se dire mais pourquoi mes machins, juste en fait prendre acte en fait de ces choses-là et puis essayer de se laisser guider, d'arriver par ça quoi, sans être un ayatollah du truc, tu vois, mais les garder à l'esprit, puis après avancer comme ça, mais se dire qu'en fait parfois, tu vois, il y a des choses que je fais, je sais pas vraiment pourquoi je les fais, je sais pas, mais en fait c'est ok avec le fait qu'on sache pas et on s'en fout en fait de pourquoi, tant qu'en fait on a l'impression que là c'est le truc qu'il faut faire, voilà. Tant qu'on est en phase et aligné, quoi. Est-ce que tu veux me dire comment est-ce que tu progresses de manière personnelle? Je crois que je suis une grosse bosseuse, que je me lasse assez vite des choses, donc je me remets pas mal en question, tu vois, parce que j'aime toujours avoir des trucs un peu nouveaux. Et après, je crois que je suis curieuse de tout. J'ai un peu une boulimique ouais. Et puis pas trop écouter les gens aussi, ce qu'on disait tout à l'heure. Se faire confiance. Ah ouais. Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Quel est ton moteur? Je crois que ce qui est plus important pour moi dans ma vie, c'est ma liberté. C'est ça, c'est que toutes les actions que j'entreprends dans ma vie me mènent à ça et à arriver aussi à être davantage dans l'amour, tu vois, mais vraiment dans un truc fort, positif, quoi. Ouais. Et quelle est ta définition de la réussite? J'aime pas trop ce mot, moi, la réussite. Dis-moi. Moi, je crois plus aux objectifs qu'à la réussite. Toujours parce qu'en fait, je trouve que la réussite, c'est toujours la définir par rapport à quelque chose, à quelqu'un, etc. Alors que la réussite, en fait, elle est à l'intérieur de nous. Tu vois, c'est la réussite de notre vie, c'est se sentir en harmonie avec tout ce qu'on fait. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est plus le chemin. Il y a plein de petites réussites, en fait. Et je pense qu'on prend plus de plaisir à faire ce chemin que finalement à obtenir le gros objectif à la fin, quoi. Ouais, la destination. Je pense que t'es aussi hyper heureuse quand tu y arrives et voilà. Mais je pense qu'en fait, il faut pas qu'elle se soit réduite à ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est plus de le vivre que d'y arriver. Hélène, est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'a pas évoqué, mais qui tient à cœur, que tu aimerais partager? Non, si ce n'est voilà de confirmer tout ce qu'on dit, de conseiller aux personnes. Tu vois, en fait, où est le beau? C'est un peu aussi une façon de proposer à tout le monde de se poser la question, qu'est-ce qui est beau pour nous? Tu vois, on se pose jamais cette question parce que le beau c'est une notion qui a été vachement utilisée par le monde du luxe, etc. C'était un peu un mot tabou. Ouais. Personne n'osait vraiment parler du beau parce que c'était vraiment un truc. Le seul message, c'est essayer de regarder ce qui est beau pour vous et posez-vous cette question. Ouais, complètement. Si les auditeurs veulent te joindre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent me retrouver sur toutes les applications d'écoute en tapant Où est le beau pour le podcast, sur Instagram @ouestlbeau, tout attaché sans point d'interrogation. Sur mon site, si, parce que du coup j'ai un site que j'ai fait toute seule, donc du coup je suis assez fière. Donc bravo. Sur mon site Où est le beau, et d'ailleurs vous pouvez vous inscrire à la newsletter hebdomadaire que j'ai lancée là, et dans lequel en fait toutes les semaines je partage des choses alors que je partage pas sur Instagram ni rien, donc c'est vraiment un contenu un peu exclusif. J'ai lancé un appel du beau, tous les créatifs qui m'envoient par mail leurs travaux, et donc je relais tout ça, je mets tout ça en lumière dans la newsletter. Trop bien. Ah bah je vais m'inscrire. Tu m'as convaincue. Bah super. En tout cas merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup à toi. C'est super. À bientôt. À très bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur les notes de l'épisode. Et si vous voulez continuer à nourrir votre curiosité en plus de ce rendez-vous hebdomadaire, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn de préférence, avec le pseudo @gatemery. Mais aussi à vous inscrire à la newsletter via le site www.gatemery.com
pour recevoir du contenu divers toutes les semaines. Dernière chose, super importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple ? Parce que ça permet aux auditeurs de découvrir le podcast plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de problème. Partagez le podcast à 2-3 amis. Peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.